Excellence, bonjour et merci de recevoir TV5 Monde. Qu'avez-vous ressenti quand le président de la Cour a prononcé son verdict? 20 ans pour Simone Gbagbo, 10 ans pour Abdourahmane Sangaré, 10 ans pour Geneviève Bro-Grébé, 5 ans pour Michel Gbagbo, et vous-même condamné, mais avec sursis, tout comme le professeur Gilbert Akengbo. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Globalement, beaucoup d'amertume et d'inquiétude. Amertume teintée d'inquiétude. Amertume dans la mesure où les débats auxquels nous avons assisté ne permettent pas de justifier la lourdeur des peines qui ont été prononcées. Ces peines sont en total déphasage avec la réalité que nous avons vécue, que nous avons enregistrée. Les accusés ne méritent pas ces lourdes sanctions. L'accusation n'a pu apporter d'éléments concrets, précis, matériels pour justifier les accusations. Les témoins qui se sont retrouvés à la barre, qui ont défilé à la barre, n'ont pas apporté des témoignages crédibles. Et donc, en définitive, ces peines apparaissent comme des sanctions politiques. Et le procès lui-même a été véritablement un procès éminemment politique. Cela constitue une grave préoccupation dans une période où nous tous nous préoccupons de la réconciliation nationale, où des efforts sont déployés en ce qui concerne notre parti, le Front populaire ivoirien, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire tourne la page de ces douloureux événements et que le pays se retrouve, que l'unité nationale soit restaurée et que nous puissions créer les bases de la reconstruction du pays. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, lorsqu'on regarde les peines qui ont été infligées aux uns et aux autres, on est amené à se poser des questions sur la volonté des autorités politiques à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, de leur volonté d'aller véritablement à la réconciliation. Alors, est-ce que ce procès, à vos yeux, était digne de la justice ivoirienne? Non, on peut nullement dire que c'est un procès digne de la justice ivoirienne. Ce procès a montré au contraire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que la Côte d'Ivoire dispose d'une justice impartiale, d'une justice crédible, d'une justice au-dessus des considérations partisanes, au-dessus du pouvoir politique, en tout cas capable de rassurer les citoyens ivoiriens quant à l'impartialité de la justice. Est-ce que ce procès ne vient-il pas enfoncer un peu plus le Front populaire ivoirien dans la crise qu'il connaît? Beaucoup disent que c'est un procès qui vous a plus arrangé que vos adversaires, surtout après les incarcérations d'un certain nombre à Soadou, Lida Kouassi. Ils se disent 10 ans pour Sangaré par exemple, 20 ans pour Simone Gbagbo. Bon, pas forcément les cadres du parti qui aujourd'hui vous soutiennent. Certains vous disent que finalement c'est un procès qui vous arrange. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais justement, lorsqu'ils disent cela, ça veut dire que ça ne m'arrange pas, puisque ça donne des arguments à mes adversaires de considérer, de penser que quelque part c'est un procès qui m'arrange. Donc si c'est un procès au contraire qui peut renforcer les clivages à l'intérieur du Front populaire ivoirien, qui peut donner le sentiment à certains que quelque part le président du Front populaire ivoirien peut tirer profit de ces sanctions, ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai assumé ces responsabilités pendant tout le temps où ses camarades ont été à l'intérieur du parti, au niveau de la direction. Donc je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à favoriser, je dirais, la scission à l'intérieur du parti, à favoriser l'affaiblissement du parti, parce que lorsque des cadres sont sanctionnés, ce sont des ressources humaines en moins pour l'action politique. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que tous les cadres, et c'est pourquoi j'ai toujours milité pour le retour des exilés, pour la libération des prisonniers politiques, parce que le Front populaire ivoirien a besoin de toutes ces ressources humaines. C'est vrai qu'il y a des débats à l'intérieur de notre parti, mais ce sont des débats qui se règlent de façon démocratique.
dans la confrontation des idées, dans la confrontation des projets. Et sur ce terrain-là, personnellement, je n'ai pas besoin d'un procès politique pour éliminer des adversaires et pour faire triompher mes vues, puisque mes vues sont connues. Je pense qu'elles sont pertinentes, elles sont objectives. Il s'agit de proposer au Front populaire ivoirien une démarche, une vision qui, dans le contexte actuel, me paraissent comme les plus pertinentes pour faire avancer le parti, pour lui éviter justement des condamnations de cette nature, pour lui éviter la fragilité, la précarité, et pour lui donner les moyens de résister à la situation d'hostilité dans laquelle le Front populaire ivoirien évolue à l'heure actuelle et lui permettre de se remettre debout et pour poursuivre sa marche en avant. Mais comment se fait-il que vous êtes à ce point incompris quand on vous écoute? Il y a deux raisons des débats. Il y a une raison qui relève des ambitions des uns et des autres, qui relève du combat qui est mené à l'heure actuelle pour la conquête de la direction du parti. Cela n'a rien à voir avec les idées que nous défendons les uns et les autres. Cela relève des ambitions. Vous savez, quand un débat s'inscrit dans un contexte de lutte pour le pouvoir, c'est un débat qui devient difficile. C'est ce que Laurent Gbagbo lui-même, voilà, il devient passionné, il devient parfois même irrationnel, parce que cela relève davantage des volontés des uns et des autres. C'est ce que Laurent Gbagbo a vécu avec la rébellion de Soro Guillaume, malgré tous les efforts qu'il a pu faire, malgré le fait même qu'à un moment donné, il a bâti toute sa stratégie sur la restauration de la confiance avec la rébellion, en désignant le chef de la rébellion comme Premier ministre. On a vu comment l'histoire s'est terminée. Donc il y a cette dimension-là qui radicalise les positions, qui cristallise les antagonismes. L'autre dimension, c'est véritablement la question de la stratégie, de la démarche. Il y a deux démarches aujourd'hui, celle de ceux qui ne sont pas totalement sortis des antagonismes de 2010-2011, qui sont encore dans des logiques de ressentiment, de récrimination. Et vous les comprenez? Je les comprends tout à fait, puisque effectivement nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons beaucoup souffert, beaucoup d'Ivoiriens ont été tués, y compris de nombreux cadres, de nombreux militants du Front populaire ivoirien. Donc c'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel que nous soyons affligés. Mais en même temps, il faut avancer. Et en tant que leader politique, nous ne pouvons pas nous enliser dans les récriminations, dans le ressentiment. Sinon, nous bloquons la marche en avant, d'abord de notre parti, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Donc il faut penser à la Côte d'Ivoire, il faut aller au-delà des frustrations, il faut rester ouvert aux adversaires d'hier, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à coopérer dans le cadre de la restauration de la stabilité du pays, des principes démocratiques. Cela n'est pas possible avec le gouvernement seul. Cela, l'opposition seule ne peut pas le réaliser. C'est ensemble, dans une démarche, je dirais, coordonnée, d'apporter chacun de son côté la contribution nécessaire pour qu'on dépasse les antagonismes d'hier, qu'on reconstruise la base politique, la base démocratique du pays, la stabilité du pays. C'est à partir de là que nous pourrons faire valoir nos différences, que nous pourrons faire valoir nos projets différents de société. Excellence, est-ce que pour exprimer cela, vous n'avez pas manqué de pédagogie vous-même dans votre communication? Oh, vous savez que c'est possible, mais je pense que j'ai été suffisamment clair. J'ai formulé ces idées dès ma sortie de prison à travers un document qui est disponible pour permettre la réconciliation nationale. Les États généraux de la République que j'ai proposé a été discuté pendant de longues semaines à l'intérieur du parti. Nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que la réconciliation nationale est une nécessité et qu'il faut pour cela une démarche à travers le dialogue politique pour, je dirais, effacer les conséquences, les effets de la crise politique à travers la libération des prisonniers, le retour des exilés, le dégel des comptes. Et puis, une fois que l'environnement aura été décrispé, qu'un minimum de confiance aura été instauré entre le pouvoir de l'opposition, organiser les États généraux de la République comme cadre de mise en œuvre d'une justice transitionnelle qui va nous permettre de réconcilier les Ivoiriens. Comment, dans ce cas, on maintient
la ligne dure qu'a toujours revendiqué l'OFPI? Moi, je crois que certains camarades et certains responsables politiques ne prennent pas en compte les réalités objectives de la lutte. Dans la vie comme dans l'action politique, il y a un temps pour chaque chose. Lorsque les temps exigent que vous ayez une ligne de conciliation, il faut l'adopter parce que c'est cette ligne-là qui est avantageuse à la fois pour vous et pour la cause que vous défendez, qui est la cause nationale. Après les graves crises que le pays a connues, il faut un consensus. C'est pourquoi nous parlons de réconciliation. Réconcilier, ça signifie mettre tout le monde ensemble, créer les conditions de l'apaisement. Vous ne pouvez pas réussir cette mission si vous êtes encore dans une logique de confrontation. Donc, le contexte de réconciliation nationale exige une attitude d'apaisement de la part des uns et des autres, exige une ouverture aux autres, exige une capacité d'écoute et d'entente. Vous ne pouvez pas réaliser la réconciliation si vous êtes toujours sur le pied de guerre. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, la Côte d'Ivoire a besoin que tous les acteurs politiques se mettent autour d'une même table, discutent pour trouver des solutions d'apaisement qui vont permettre au pays de restaurer la stabilité et un contexte démocratique. Maintenant, à partir de ce moment, et je pense que les élections qui se profilent à l'horizon vont nous donner l'occasion justement de pouvoir passer à une autre phase, qui va être une phase plus concurrentielle, une phase où la critique du gouvernement va être plus à l'ordre du jour, où la confrontation des projets va être plus à l'ordre du jour, parce que c'est le contexte qui l'exige, parce que nous avons réussi un minimum d'apaisement et que maintenant il s'agit de passer à la phase des grands débats qui vont permettre aux Ivoiriens de mieux comprendre les projets des uns et des autres, de mieux saisir les subtilités dans la démarche des uns et des autres. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous avons eu le temps, par exemple, des affrontements en 2011. Nous avons eu le temps des emprisonnements. Nous avons eu le temps du rattrapage. Nous avons même aujourd'hui le temps de la justice. Mais nous devons avoir le temps de la réconciliation et le temps de la confrontation politique. Donc, demain, c'est la confrontation politique. Mais nous souhaitons que cette confrontation politique se déroule dans un environnement suffisamment stabilisé. Et c'est pourquoi nous avons pris tout le temps de nous ouvrir au pouvoir pour qu'ensemble, nous travaillions à stabiliser l'environnement politique, à créer, à jeter les bases d'une compétition politique juste et équitable. Mais est-ce que vous avez cette même qualité d'écoute de la part du pouvoir aujourd'hui? Malheureusement, il faut dire que la qualité d'écoute n'est pas à la hauteur de nos attentes. Nous pensons que le pouvoir aurait pu faire mieux et que, dans une certaine mesure, dans une grande mesure, les retards accusés par la Côte d'Ivoire sur le chemin de la stabilisation, de la normalisation, sont imputables à une certaine mauvaise volonté de la part du pouvoir qui a voulu jouer sur la persistance d'un environnement de tension pour mieux tenir son opposition, pour mieux prendre des avantages comparatifs en termes d'occupation du terrain politique. Et ça vous dessert? Et ça nous dessert. Heureusement que tous les acteurs politiques, la communauté internationale, se rendent bien compte que le pouvoir ne peut pas prospérer dans cette logique, parce que c'est une logique qui est préjudiciable à la Côte d'Ivoire et à sa restauration, et que des efforts sont faits de part et d'autre pour pousser le pouvoir à aller d'abord à être plus offensif en matière de restauration des libertés, de la justice, de la normalité de la vie politique dans le pays. Est-ce que vous n'avez pas raté vous-même une occasion de régler définitivement ces problèmes-là si à votre sortie de prison, vous aviez eu le courage d'organiser les états généraux à l'intérieur du FPI pour évaluer les responsabilités, tirer les conséquences de votre échec après les années de pouvoir et amorcer véritablement les questions relatives à l'avenir? Est-ce que vous n'avez pas manqué de... Voilà, ce courage-là ne vous a pas manqué? Non, ce n'est pas faute de courage, mais c'est le contexte. Effectivement, ces états généraux, à l'intérieur du parti, c'est ce que nous appelons le Congrès. C'est le Congrès qui doit nous permettre de faire le bilan de la gestion du parti. Or, ce Congrès n'était pas possible
à ma sortie de prison, compte tenu de la situation dans laquelle j'ai trouvé le parti. Un parti qui était complètement désorganisé, en lambeaux, les militants dispersés, les structures en léthargie. Il fallait donc d'abord réveiller les structures, réorganiser le parti pour pouvoir organiser un congrès. Il faut des délégués. Comment trouver des délégués si les sections ne fonctionnent pas, si les fédérations sont en lambeaux. Donc il fallait donc restructurer le parti pour pouvoir organiser, je dirais, la sélection, la désignation des délégués. Donc il fallait commencer et c'est pourquoi je me suis lancé sur le terrain pour aller à la rencontre des militants, à la rencontre des populations. C'est pourquoi nous avons commencé aussi à restructurer les organes dirigeants, parce que ce sont ces organes qui doivent, je dirais, prendre en main l'organisation d'un congrès. Et c'est pourquoi nous avons prévu ce congrès pour fin décembre. Malheureusement, les difficultés internes nous ont obligés à reporter ce congrès en début mai, au mois de mai. Et il va tenir ce congrès? Oui, il se tiendra au début du mois de mai. Aujourd'hui, qui peut sauver le FPI? D'autres disent c'est Laurent Gbagbo lui-même qui peut sauver le FPI. Est-ce que vous allez le rencontrer? Si oui, quand? Tous les militants du Front populaire ivoirien doivent contribuer à sauver le FPI, à commencer par le président fondateur. D'autant qu'un certain nombre de positions que certains camarades prennent à l'heure actuelle sont prises, selon eux, par rapport à ses intérêts, par rapport aux intérêts du président Gbagbo. Évidemment, sur la question, nous avons des divergences, parce que nous considérons que les postures qu'ils adoptent sont au contraire à l'encontre des intérêts du président Gbagbo, que celle que nous proposons, c'est celle-là qui peut permettre de faire prospérer les intérêts du président Gbagbo. D'ailleurs, les positions défendues par sa défense, par l'avocat principal, Maître Altit, nous confortent dans cette position. Ceci dit, pour faire avancer justement le processus de recherche d'une solution, il faut donc l'impliquer, il faut donc, je dirais, établir le contact, et c'est ce que je compte faire. Je ne l'ai pas fait depuis ma sortie de prison parce que j'étais sous sanction des Nations Unies. La sanction vient d'être levée, heureusement, grâce à la posture que j'ai pu adopter aussi depuis même la crise, même en particulier depuis la sortie de prison. Et c'est ça qui vous pose aussi des problèmes? Ça pose aussi des problèmes, mais je pense qu'il faut l'assumer, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on veut la décrispation, ou on veut se sortir d'affaires, ou au contraire, on veut aggraver son cas. Moi, je pense que dans la situation actuelle, rien ne sert de chercher à aggraver sa situation, tout simplement parce qu'on a mal au cœur. Il y a certains de nos camarades qui sont dans cette logique, qui sont plus portés à vouloir exprimer une douleur, à vouloir s'engager dans une logique de revanche, même si cela doit aggraver leur situation, plutôt que de chercher à sortir de la logique de revanche, parce que c'est celle-là qui peut nous faire progresser. C'est celle-là qui peut nous permettre de, je dirais, d'échapper à toute situation qui est préjudiciable à la marche du parti. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé, et cela est conforme à notre vision des choses, à notre doctrine, de travailler pour la réconciliation, de travailler pour l'apaisement, de travailler pour la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire, parce que c'est cela qui est dans l'intérêt du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien, en tant que parti, ne peut pas progresser, ne peut pas faire prospérer sa vision s'il n'y a pas un environnement démocratique, un environnement de paix. Donc travailler à cela, c'est travailler dans l'intérêt du parti. Mais c'est aussi travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a besoin pour se reconstruire, pour reprendre sa marche en avant, que la situation, l'environnement sociopolitique soit apaisé, soit normalisé, que la démocratie s'exerce, que nous puissions évaluer les performances du gouvernement par rapport à des critères objectifs. Et donc c'est une démarche qui me paraît être logique. Et donc, évidemment, ce qui est logique est partagé. Et je crois que c'est pour cela que la communauté internationale, les Nations Unies en particulier, ont bien compris que nous sommes un acteur pour faire avancer la Côte d'Ivoire et qui ne méritait pas de rester sous sanction. Donc, la levée des sanctions, de mon point de vue, constitue la reconnaissance de la pertinence de la démarche que j'ai décidé d'emprunter par la communauté internationale. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas négatif.
Il faut considérer cela. Tout le monde recherche une sanction positive de la communauté internationale. Si celle-ci nous est décernée, je pense que mes adversaires devraient comprendre que c'est cette démarche-là qui peut être soutenue et faire en sorte de nous rejoindre dans cette démarche pour que nous puissions, avec le président Gbagbo, envisager l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon optimiste et trouver aussi dans ce contexte les voies et moyens pour favoriser la libération du président Gbagbo. Quand vous allez rencontrer le président Laurent Gbagbo, très prochainement j'imagine, qu'est-ce que vous allez lui dire? Les yeux dans les yeux. La visite revêt deux aspects. Il y a d'abord un aspect d'ordre, je dirais, moral, d'ordre humain. Il s'agit d'aller porter au président Gbagbo la solidarité du président du Front populaire ivoirien. Nous avons connu des moments difficiles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons retrouvé la liberté. Pendant que le président Gbagbo est toujours dans les liens de la détention, il faut aller lui manifester le soutien, la solidarité du président du parti, mais à travers lui de tout le Front populaire ivoirien. Donc c'est vraiment la première démarche. Voir aussi comment dans ces situations, le FPI peut lui être utile en termes de soutien, de solidarité pour contribuer à résoudre un certain nombre de questions matérielles liées à la situation de détention. Ça, c'est d'abord la première chose, la chose qui me paraît aussi essentielle. Voilà, il faut que nous ayons les moyens, la capacité de pouvoir aider le président Gbagbo à supporter la situation dans laquelle il se trouve à l'heure actuelle. Maintenant, les aspects liés à la politique, il s'agira de l'informer aussi de la marche du pays, comment les choses évoluent en Côte d'Ivoire, comment le Front populaire lui-même fait face à la situation d'adversité et de précarité qui prévalent ici. Ça, c'est la même chose. Et puis, sur comment le Front populaire ivoirien essaie de solutionner les problèmes, les débats qu'il y a à l'intérieur, l'en informer, et puis avoir aussi son opinion qui peut nous permettre aussi d'orienter. Savoir s'il est vraiment candidat ou pas. Si d'aventure, si effectivement... ce sera l'occasion ou jamais de lui demander. Évidemment, ce sera l'occasion, mais je crois que c'est une question, de mon point de vue, qui est dépassée, mais bon, on peut toujours l'évoquer. Êtes-vous prêt aujourd'hui à remettre sur la table la question de l'éligibilité du président Ouattara à la prochaine présidentielle? Ce n'est pas à nous de remettre sur la table, c'est aux institutions. Vous aviez été le premier à en parler. J'en ai parlé, oui, j'en ai parlé, mais la question doit être tranchée par les institutions de la République. Ce sont elles qui ont le pouvoir. Les hommes politiques ont la parole, je dirais, la possibilité d'évoquer les sujets, mais il appartient aux institutions de les trancher le moment venu. Alors, comment réagissez-vous à ce qu'a dit le président Ouattara la dernière fois à San Pedro à propos de l'article 35 de la Constitution ivoirienne? Il dit qu'il ne va pas y retoucher, que ce qui a été mis en œuvre en 2010 peut faire jurisprudence en 2015. Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'apprécier cette position. C'est l'institution que nous nous sommes donnée pour justement connaître de ces questions liées à l'éligibilité. Et justement, vous, en tant que personnalité politique de premier plan de ce pays, comment réagissez-vous à cette réponse-là du chef de l'État? Ce n'est pas ma réaction qui est la plus importante, c'est la décision que le Conseil constitutionnel va prendre. Mais elle est tout aussi importante puisque vous portez la parole du principal parti de l'opposition. Bien sûr, mais je porterai cette parole lorsqu'une décision sera prise. Parce que nous devons travailler, nous devons nous prononcer sur des réalités et non sur des hypothèses. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine présidentielle? À l'occasion du congrès, cette question sera abordée et certainement tranchée. Est-ce que vous-même, vous avez envie d'être candidat? Je suis d'abord militant. Et si les militants considèrent que dans le contexte actuel, je peux être utile à la lutte du parti, je peux représenter valablement le parti, comme je l'ai dit en d'autres circonstances, je suis prêt. Je vous remercie. Merci.